Très jeune, on nous demande de se définir, on commence notre quête identitaire. Quand tu grandis avec des gens qui sont d'une origine très claire pour eux, leurs racines sont évidentes, leurs deux parents sont québécois, puis moi, j'ai beaucoup grandi dans un univers où c'était le cas. Je me suis rendu compte que je me posais des questions que les autres se posaient pas. J'arrivais pas tout à fait à définir, moi. Je peux pas répondre simplement à la question « D'où viens-tu? » Je peux pas dire « Je suis québécois » parce que je l'étais jusqu'à ce que je le sois plus. Je pouvais pas dire que j'étais égyptien. J'ai jamais vécu de manière prolongée là-bas. J'ai de la misère à parler la langue. Donc, même quand je me retrouve à l'Égypte, c'est clair, en Égypte, c'est clair que je suis pas égyptien. Donc, je te dirais que très, très tôt dans ma vie, j'ai commencé à me poser des questions sur mon identité. Puis, je ne trouvais pas ce même questionnement-là chez mes amis. Rapidement, je pense que je me suis créé un univers personnel où je pouvais me poser ces questions-là. Bienvenue au 30e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Mon invité d'aujourd'hui est Pascal Bascaron, 46 ans, producteur de films et homme de famille. Père de 2 enfants, il est aussi très attaché à ses frères et sœurs et au reste de sa famille étendue, une connexion intense qu'il associe à son héritage mixte. Fils d'un père immigrant égyptien et d'une mère québécoise, Pascal se voit comme un pont entre les cultures, une mission qu'il souhaite continuer de réaliser par le cinéma. Ensemble, on parle de comment ses études en droit l'ont étrangement mené à devenir producteur de films, des émotions fortes lors de la naissance de son premier enfant, de l'impact sur sa vie d'une crise cardiaque à 39 ans et du rôle de nos échecs comme de nos réussites. Merci de partager ce moment très spécial avec nous. On se retrouve à la fin. J'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Pascal Bascaron au micro de La Quarantaine. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça me fait très plaisir d'être là. Ben oui, on se connaît depuis longtemps, mais on se connaît pas beaucoup. Alors, je pense que ça va être une conversation vraiment éclairante et intéressante. Et je dois d'abord te demander ton âge pour être sûr que tu es éligible à la quarantaine. Parfait, ben j'ai 46 ans. On est correct. Alors, pour mettre la table, j'aime ça commencer en donnant un tour d'horizon bien ancré dans le quotidien. À quoi ça ressemble ta vie? Souvent, je dis aux gens, si je faisais un film sur ta vie, de quoi ça aurait l'air? Alors, tu es particulièrement qualifié pour répondre à ça. Pour Alors, répondre dis-moi, à cette question-là, voilà, ben ma dis-moi de vie, quoi c'est ça de a l'air. faire des films. Ma vie au quotidien, c'est ça. Je suis producteur indépendant de films à Montréal, donc principalement des films francophones là, dans la belle tradition des films québécois. Je suis aussi un producteur délégué. La différence est subtile. Si tu veux qu'on approfondisse, ça va me faire plaisir. Mais donc, je travaille pour d'autres producteurs qui développent plusieurs projets à la fois et quand ils reçoivent leur financement, ben, c'est moi qui embarque dans leur projet et, euh, et j'y mène à terme. Donc, c'est ça. Je fais des films pour gagner ma vie. Je vais te redemander dans une minute qu'est-ce que ça fait un producteur, mais est-ce que tu as d'autres chapeaux que tu portes dans la vie ou tu fais juste travailler? Non, je fais pas juste travailler. Je porte d'autres chapeaux. Je suis un père, j'ai 2 enfants de 2 unions différentes. Donc, il y en a un qui est pratiquement adulte à 21 ans. Après, on redéfinira un jour à quel moment on devient adulte, puisqu'il vit encore avec nous et dépend complètement de nous encore aujourd'hui. Et puis, j'ai une petite fille de 10 ans avec la conjointe avec qui je partage ma vie actuellement. Donc, ça, c'est d'après moi, le chapeau le plus important dans ma vie. Puis, je suis aussi une personne très engagée là, dans mon quartier, dans ma communauté. J'essaie de rendre mon quartier joli, hein, notamment en ramassant les déchets, en organisant des collectes de déchets là, saisonniers au bord de l'eau, parce que je vis au bord du fleuve Saint-Laurent et de Saint-Verdun.
Je suis tellement contente que tu fasses ça. Ce matin, je faisais ma sortie de course à pied, puis je suis passée par l'école de mes enfants. Puis moi, c'est quelque chose que je fais aussi de temps en temps. Puis Ouais. je me dis, ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On est dû, c'est la semaine de relâche ici. Alors, au retour de la semaine de relâche, on va le faire. Alors, merci de m'avoir inspiré à faire ça. Et, Ben non, c'est ça. Nous, ça a commencé effectivement pendant la quarantaine parce qu'on cherchait des activités à faire avec les enfants, parce qu'on faut pas le dire très fort, mais on s'est mis en quarantaine avec nos voisins qui ont des enfants du même âge que notre fille. Fait que ça nous permettait d'avoir des moments dans la journée. Fait que je les amenais au bord de l'eau, j'ai sensibilisé à l'écosystème du fleuve Saint-Laurent. Puis c'est là qu'on s'est mis à amener des sacs avec nous, puis se sont mis à vouloir faire de l'argent avec les canettes. Moi, ma priorité, c'était d'enlever les botches de cigarettes parce que les mégots de cigarettes, c'est quelque chose qui m'insulte de trouver ça par terre. je te Voilà. comprends complètement. Je ne savais pas qu'on avait ça en commun. Alors, donc, dis-moi vite, vite, qu'est-ce que ça fait un producteur? Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ont vu ça dans les films, mais qui ne sont pas très au fait de c'est quoi la différence entre un producteur puis, mettons, les 2 3 autres principaux leaders dans l'industrie du cinéma. Réalisateur, scénariste, oui, bon. Ben, en gros, le producteur, ce serait comme le président d'une compagnie. C'est-à-dire que sans faire tout lui-même, il est au sommet de la hiérarchie d'un film. C'est lui qui va recevoir l'idée initiale de faire le film. Puis là, à ce moment-là, va développer le projet, le scénario, soit en le faisant écrire par le réalisateur lui-même, soit en engageant un scénariste pour écrire le film. Puis, avec le scénario en main, on va se mettre à la recherche de financement. Donc, on va évaluer le coût de production du scénario, c'est-à-dire la somme de tous les coûts qui vont entrer dans la fabrication du film. Puis, on va se mettre à la recherche de financement. Au Québec, on dépend énormément du financement public et des crédits d'impôt là, et fédéral et provinciaux. Des crédits d'impôt fédéral et provincial. Non, il y en a un par niveau de gouvernement. Et puis, une fois qu'on a amassé les sous, ça va être soit de déléguer justement un producteur délégué, ce que je fais pour d'autres producteurs quand mes projets ne sont pas encore développés. Et puis, voilà, on regroupe l'équipe, on confie le scénario à un réalisateur, puis on met en œuvre un plan de travail pour arriver avec un produit fini là, à la fin du film. Voilà, je pense que c'est ça, le métier de producteur, ça couvre pas mal ça. Donc, développer, produire et post-produire un film. Donc, en gros, est-ce que ta vie, ça ressemble à envoyer des emails, faire des appels puis être dans des réunions? Il y a beaucoup de ça, mais ce qui est vraiment riche dans cette vie-là, c'est on change d'univers à tous les projets. Si je vais vous donner l'exemple, l'année dernière, j'ai produit 4 films en tout, dont 2 documentaires puis 2 fictions. J'ai produit le film Coco Ferme, qui était le tout dernier chapitre de la série des Contes pour tous. Ici au Québec, c'est une collection très connue là, qui a commencé à l'époque avec la guerre des Tucs. Donc, le premier volet depuis la mort du créateur de la collection, le Monsieur Roch Demers. Donc, on rentrait dans l'univers des artisans, dans l'univers des fermiers, parce que c'est un jeune entrepreneur montréalais qui est appelé à sortir de la ville parce que son père doit quitter la ville pour aller chercher du travail en région. Puis, va décider d'ouvrir une ferme de poules biologiques pour produire des œufs à la maison parce qu'il trouve donc bien bon les œufs en campagne. Bref, pendant 6 mois de ma vie, je suis rentré dans l'univers des poules pondeuses. Donc, j'ai appris tout ce qu'il y a à savoir sur les poules pondeuses, sur comment se bâtir un petit poulailler à la maison. Puis après, je suis passé à un film complètement dans un autre registre. Un documentaire pour suivre un astronaute canadien, un astronaute privé canadien qui a participé à la toute première mission privée, complètement privée sur la station spatiale. Donc, la mission AX-1 qui a été lancée de Cap Canaveral au mois de mai dernier.
Donc, ça, pendant une autre période de 6, 8 mois, je suis rentré dans l'univers de l'exploration spatiale, un domaine qui me passionnait quand j'étais enfant. D'ailleurs, on était-tu au Space Camp ensemble ou Moi, je suis pas allée au t'étais Space pas Camp, là? non. Non, c'est ça. À Houston? Donc, il y a, Non, non, ouais, non, c'est c'était ça. Huntsville. Non, c'était en Alabama, Huntsville, Huntsville, en Alabama. Alabama. Donc, là, pendant un peu moins d'un an, là, j'ai baigné dans l'univers de l'exploration spatiale. On s'est posé des questions sur le rôle que pourrait jouer le privé dans l'exploration spatiale, sur la pertinence d'impliquer le privé, les craintes, les plus, les contre. Pour ensuite produire le tout premier documentaire de ma compagnie personnelle, parce que ça, ces autres projets-là, c'était comme producteur délégué, mais j'ai produit également un documentaire sur le spectacle mythique, le Lusty Show qui a eu lieu en 1968, la première a eu lieu ici au Québec en 1968 au Théâtre de Katsou. Donc, on prépare actuellement un documentaire sur la création de ce mythe-là et puis sa signification réelle dans l'histoire culturelle québécoise. Donc, d'un projet à l'autre, je change d'univers complètement. Je dois m'imbiber de ces univers-là. Fait que ça dépasse le courriel, les réunions et tout. Puis je suis une personne aussi qui est encore très impliquée physiquement dans mes projets. Je me rends sur les plateaux. J'aime être sur les plateaux, rencontrer les équipes, discuter du sujet, mais dans les lieux, tu sais, toucher la matière. Fait que non, ça dépasse le travail de bureau, le téléphone. Mais je passe énormément de temps sur le téléphone. Ouais. Merci Pascal pour le tour d'horizon. Je trouve ça absolument fascinant et on va revenir un peu plus en détail sur comment tu t'es rendu là, mais je veux reculer un peu plus loin d'abord Mhm. pour te demander de me parler de tes origines. D'où viens-tu? Ouais. Ben, je suis un petit gars de Montréal, mais j'ai grandi dans une famille mixte d'un point de vue culturel. Mon père était, mais il est décédé en 2014. Mon père était égyptien et puis ma mère québécoise, donc issue ben, pas issue, mais elle est née à Saint-Henri ici sur l'île de Montréal. Euh, donc, c'est ça. J'ai grandi dans une famille où, à tous les jours, dans tous les aspects de notre vie, on pouvait baigner soit dans la culture québécoise, soit dans la culture égyptienne. Je me suis fait conter des contes et légendes issus des deux cultures pour m'endormir le soir. La nourriture que je consommais, d'ailleurs, j'ai une préférence pour la nourriture égyptienne, mais était soit égyptienne, soit québécoise. Donc oui, j'ai grandi dans les deux cultures. Puis un fait assez intéressant, c'est que moi j'ai un père qui était d'origine copte, chrétienne copte, et une mère d'origine catholique. Je spécifie le d'origine parce qu'on n'a jamais été pratiquant, mais on a toujours été éduqués à ces cultures religieuses-là. Euh, Surtout que mon père a quitté son pays principalement à cause des violences interethniques, là, interconfessionnelles, en fait, pas interethniques, interconfessionnelles dans son pays. Euh, donc, c'est ça. Ça, c'est mes origines. Puis, jusqu'à aujourd'hui, je pourrais pas dire si je suis plus un, je suis plus l'autre. Euh, Tout récemment, j'ai appris à apprécier les deux origines puis à les faire coexister. Puis je trouve donc bien que c'est une force que j'ai dans ma vie d'être issu d'une famille comme ça. On s'est connus sur la rive sud, donc c'était Mhm. un petit gars de Montréal. Comment tu t'es retrouvé à l'école International, à Saint-Hubert? Ouais. oui. Longue histoire, mais pour faire ça court, euh, mm, à l'époque, je sais pas si tu vas te rappeler, mais la majorité des mères ne travaillaient pas encore sur le marché du travail actif. Sauf que moi, ma mère, elle a toujours travaillé. Ma mère était professeure d'école. Elle était professeure d'école à Saint-Henri, son quartier de naissance, puis à Verdun. Donc, bien qu'on habitait, donc on dormait sur la rive sud, moi, je passais toutes mes journées. Je suis né à Montréal. J'ai vécu les premières années, ma tendre enfance à Montréal.
Et quand on est déménagé sur la Rive-Sud, je me suis toujours défini plus comme un Montréalais parce que c'est là, moi, je me faisais garder chez ma grand-mère. Qui n'était pas chez moi sur la Rive-Sud le jour. Donc, je me faisais garder toute la journée chez ma grand-mère à Saint-Henri. Puis après ça, dans des pré-maternelles, des garderies, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Puis, ben, ils étaient tous situés proche des écoles de ma mère. Fait que c'est pour ça que je me définis plus comme un jeune Montréalais. Mais effectivement, suite à ça, ils ont ouvert le programme d'éducation internationale. Puis moi, j'étais un enfant assez, je vais dire, stimulant pour mes professeurs. Je leur posais tout plein de défis. Mais ils se sont rendus compte que je leur posais des défis parce que je finissais très rapidement ma matière. Quand ils ont ouvert le programme que tu connais, c'est devenu une planche de salut pour mes parents de pouvoir m'envoyer dans une école où, enfin, courir après les autres pour les rattraper parce qu'ils étaient tous un peu plus intelligents que moi. Fait que, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la Rive-Sud. Mais donc, tu restais sur la Rive-Sud à ce moment-là? Oui, oh, oui, oui, Tu allais on plus habitait à trop. Saint-Hubert. Tu allais moins à Montréal. Donc, à quoi ça ressemblait au quotidien, ta vie? Donne-moi un peu plus là-dessus sur, qu'est-ce qui t'a formé, les habitudes que tu avais, ce genre de choses-là? Mes habitudes, tu veux dire à quoi ça Disons, ressemblait le quotidien de ton vivre dans une enfance, famille tu sais? biculturelle? Ouais. Ouais. Ben, Je suis curieuse déjà, de la langue aussi. ouais, ben, on parlait français à la maison. Mon OK. père étant la communauté copte en Égypte était française. Mon grand-père, qui plus est, travaillait pour la compagnie du canal de Suez en Égypte. En fait, l'Égypte, d'après Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même, c'était une société tellement dynamique. En Afrique du Nord, ils n'ont pas subi la guerre comme les Européens. Tu sais, la guerre, ça a été un petit peu une source d'enrichissement parce que tous les militaires d'un côté comme de l'autre, allemands ou voyons, britanniques, on va dire britanniques, mais de Allié, mettons, là. l'Alliance, les Alliés, puis l'Axe. Euh, L'Égypte, c'était un point d'entrée pour le continent africain. Donc, il y a eu beaucoup de développement économique pendant et suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mon grand-père travaillait pour la compagnie du canal de Suez. Il a commencé comme technicien là, d'entretien. Puis graduellement, ça lui a permis, c'est une compagnie française, donc ça lui a permis de faire des études chez les jésuites français, puis éventuellement d'aspirer, de devenir cadre dans la compagnie du canal de Suez. Donc, il a quand même développé, il y avait quand même un certain confort là, matériel à cause de cette situation-là. Et puis, mon père a été élevé en français. C'était, comme il disait toujours, c'était sa langue paternelle parce que son père insistait, parce que c'était chic de parler français à la maison. Donc, ils parlaient tous français, ses frères et sœurs. À un point où, quand ils ont immigré, les plus jeunes qui sont arrivés un peu plus à l'enfance puis à l'adolescence, ne parlent aujourd'hui presque plus égyptien. Ils comprennent, mais ne le parlent plus. Et même nous, comme moi, mes sœurs, on ne parle pas arabe. Moi, je l'apprends par, de ma propre initiative. On comprend beaucoup de choses en arabe, surtout le dialecte égyptien, mais jamais on a été poussé à le parler à la maison. Puis ma mère ne comprenant rien, tout se passe en français. Elle comprenait pas du tout l'arabe. Et donc, tu dis, Juste les insultes. ton est-ce que ton père est déménagé tout seul au Québec ou Non. avec le reste de sa famille? C'est ça. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de conflits qui ont éclaté en Égypte, notamment sur la propriété du canal de Suez, parce que le foisonnement économique a mené éventuellement à la création d'un secteur civil, d'une société civile en Égypte. Et puis, on venait d'enlever la chape de l'Empire ottoman là, après la Première Guerre mondiale. Donc, la Deuxième Guerre mondiale arrive, il y a un enrichissement économique. Les Égyptiens ont voulu prendre le contrôle de leur nation. Il y a eu un général qui s'est élevé, le général Gabal Abdel Nasser. Il était général? Non, je pense, peu importe. Un militaire qui a pris le contrôle de la junte militaire, puis
qui est arrivé au pouvoir avec des idées très progressistes pour l'Égypte. Puis, une des premières choses qu'il a faites, c'est la nationalisation du canal de Suez. Ça a eu beaucoup, beaucoup de conséquences sur ma famille. Mon grand-père étant le seul ou presque, je pense que c'était un des plus hauts, c'était un des plus hauts cadres d'origine nationale, travaillait pour la compagnie. Puis alors que tous les Français, tous les Anglais recevaient des compensations pour quitter la compagnie, mon père, le pouvoir en place, mon grand-père, il prenait pour acquis qu'il allait rester dans la compagnie. Donc, ça a été un peu plus difficile pour lui. Puis avec le conflit israélo-égyptien de 1967, il a eu très peur pour mon père. Et il avait très peur pour ses filles aussi parce que, étant un homme moderne, lui, il voulait permettre à ses filles d'atteindre leur plein potentiel. Et déjà, les deux sœurs les plus proches de mon père en termes d'âge voulaient quitter l'Égypte. Donc, il a pris cette opportunité-là. Il a envoyé mon père avec deux de ses sœurs au Québec. Ben, au début, je pense qu'il voulait les envoyer à New York où il connaissait des gens, mais le passage était plus simple via le Commonwealth britannique. Donc, ils sont arrivés au Canada en sachant que c'était français au Québec, mais je pense qu'ils sont tombés en amour avec la culture ici, puis ils ont pris racine un peu. Des racines superficielles, mais ils ont pris racine au Québec en 67, 68. Quand tu penses à ces origines-là, puis j'apprécie que tu les connais bien et que tu connais ces histoires-là. C'est pas tout le monde qui maîtrise son histoire, même l'histoire relativement récente, là. Quel impact, quel façonnement tu penses que ça a eu sur la personne que tu es aujourd'hui? Tes origines proches et un peu plus lointaines. Je dirais que la chose qui a été la plus déterminante, c'est que très jeune, on est appelé à se situer très jeune, on nous demande de se définir. On commence notre quête identitaire. Puis quand tu grandis avec des gens qui sont d'une origine très claire pour eux, donc leurs racines sont évidentes, leurs deux parents sont québécois, puis moi j'ai beaucoup grandi dans un univers où c'était le cas. Je me suis rendu compte que je me posais des questions que les autres se posaient pas. J'arrivais pas tout à fait à définir, moi. Je peux pas répondre simplement à la question d'où viens-tu? Je peux pas dire je suis québécois. Parce que je l'étais jusqu'à ce que je le sois plus. Je pouvais pas dire que j'étais égyptien. J'ai jamais vécu de manière prolongée là-bas. J'ai de la misère à parler la langue. Donc, même quand je me retrouve à l'Égypte, c'est clair, en Égypte, c'est clair que je suis pas égyptien. Donc, je te dirais que très, très tôt dans ma vie, j'ai commencé à me poser des questions sur mon identité. Puis, je ne trouvais pas ce même questionnement-là chez mes amis. Les gens avec qui je partageais mes moments de jeu, mes hobbies, tout ça. Donc, rapidement, je pense que je me suis créé un univers personnel où je pouvais me poser ces questions-là. Puis j'ai aussi grandi très proche de mes sœurs et je pense que ça a eu un gros rôle. Ce questionnement identitaire-là a eu un gros rôle dans le fait que rapidement, nous, on a développé un cocon familial où, jusqu'à aujourd'hui, je pense que ma meilleure amie, c'est ma grande sœur. J'ai aucune difficulté à le dire. Puis ma petite sœur, dès qu'on se retrouve, on reconnecte, parce que ma petite sœur n'est plus au Québec, mais on reconnecte en 30 secondes. Et avec mes cousins, parce que le cocon que mon père a créé avec ses deux sœurs en arrivant ici, en étant isolé avec elle ici, a perduré jusqu'à aujourd'hui. Même après son décès, puis le décès de sa plus vieille sœur, moi et mes cousins, on est encore très proches. C'est d'ailleurs moi qui organise encore à chaque année les fêtes du Nouvel An, puis de la Pâque, parce que la Pâque, c'est une des fêtes les plus importantes chez les Coptes. Donc, c'est encore moi qui organise ces événements-là pour la famille, même si mon père n'est plus dans le portrait. Fait que je te dirais que ça a été très déterminant. Puis ensuite, ben, c'est la culture élargie. Quand tu grandis dans deux cultures, tu fais le double du travail de tous les autres. Tu apprends des histoires de partout.
Puis je pense que ça m'a toujours donné un recul sur mon appréciation de ma culture québécoise, puis un recul sur mon appréciation de ma culture égyptienne. Ce qui serait, ça a des conséquences encore dans mon travail aujourd'hui. Est-ce Est-ce que qu'il ça y a répond à ta question? Oui et non, complètement. Mais est-ce qu'il y a des manières dont tu dirais que ça a été difficile? Parce que la façon dont tu en parles, je vois beaucoup d'avantages. Oui. Mais parle-moi un peu des défis de cette biculturalité-là. Je pense que je viens d'inventer un mot. Non, 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 non. Quelqu'un Le, qui a le pensé avant, là. biculturalisme canadien, OK, ben voilà, c'est quelque OK. chose de très établi en politique. Euh, ben oui, c'est évident. Bien que moi, je me définis pas comme une victime, tu sais, tu le soulignes dans ta question, il y a énormément de force, à mon avis, d'avoir ce cerveau bicaméral. Tu sais, on va rester dans le bi. D'avoir un cerveau à deux consciences, si tu veux, puis avoir le recul sur ma culture, ma société. C'est vrai que pour moi, j'ai toujours compris comme une force. Néanmoins, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu beaucoup de problèmes de communication dans ma vie, beaucoup de relations qui se sont envenimées pour rien, parce que moi, j'ai pas de difficulté à poser des questions sur les origines des autres, mais il y en a que ça peut froisser. Parce que les histoires d'immigration sont pas toujours positives. À l'époque où mon père a choisi de venir au Québec, il a eu l'opportunité d'étudier le Québec. Il est arrivé dans un Québec qui était en pleine, comment on dit le mot, c'était Ébullition, complètement. ébullition culturelle avec l'Expo 67 qui venait de se terminer. Le Québécois moyen, non, c'est insultant de dire ça, mais le Québec était très ouvert à l'étranger. Et mon père, en ayant étudié et choisi de venir au Québec, arrivait ici avec une volonté de s'intégrer dans la communauté. Donc, pour lui, puis je pense pour beaucoup des gens de sa génération qui sont arrivés d'Égypte, parce qu'il y a eu une très, très grosse vague d'immigration égyptienne en 1967-68, ben, je te dirais que la majorité des histoires sont très positives. C'est des histoires d'immigration qui font du bien à entendre. C'est des histoires d'immigration réussies. Je nous ramène à aujourd'hui, où, enfin, depuis les 20 dernières années, on assiste plus à de l'immigration de réfugiés. Puis quand tu es un réfugié, ben, tu as quitté un pays probablement contre ton gré. C'était pas ton choix initial de quitter ton pays, mais à un moment donné, quand la maison est en feu, faut fuir. Euh, Ils ont été pris en charge par une organisation internationale. Ils ont été dispatchés où il y avait de la disponibilité. Donc, ils n'ont pas eu nécessairement l'opportunité de choisir leur communauté d'accueil. Euh, donc, ils arrivent ici déboussolés. Ils ont pas nécessairement accès à la langue, ils n'ont pas accès nécessairement au marché du travail. Donc, c'est pas toujours des histoires qui sont aussi positives. Il y a également, qu'on le veuille ou non, il y a des préjugés dans la société. Même si la société québécoise et, par extension, la société canadienne est, à mon avis, une société très accueillante pour l'étranger, il n'en demeure pas moins que, je veux dire, moi, j'ai un teint de peau qui ressemble au vôtre, à tous les Canadiens. Mon père était un peu plus foncé. Il avait les cheveux un peu plus crépus, mais lui, il a eu plus de défis par rapport à ça, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui se retrouvait à souligner qui était différent, à souligner qui était d'ailleurs à l'exclure de discussion. Je prends l'exemple du référendum de 1980, qui est un des premiers votes auquel mon père a pu participer au Québec. Mon père, j'ai pas peur de le dire, il a voté oui au final parce que avec sa sœur, il se disait cette communauté-là nous a permis de vivre nos rêves. On n'a pas le droit de leur empêcher de vivre le leur. Puis lui, il croyait que la frange la plus progressiste des Québécois était du côté des souverainistes. Il voulait créer quelque chose, il voulait bâtir quelque chose. Il avait envie d'embarquer dans ce mouvement-là. Il a voté avec son peuple d'accueil. Par contre, rapidement, puis même si ça s'est plus concrétisé après le référendum de 95,
il y avait toujours quelqu'un qui en arrivait à la conclusion, avant même d'y en avoir parlé, que ben, lui étant un immigré, ben, il allait voter non. Donc, c'était tout le temps une question comme ça. On présumait souvent, on présumait souvent qu'il parlait en anglais. Donc, les gens s'adressaient à lui d'abord en anglais. Je me rappelle, dans tous les commerces. Même dans la famille de ma mère, que j'aime beaucoup, il y avait toujours un oncle qui sortait une petite joke de Mustapha, une petite joke de... Alors que mon père n'est pas du tout musulman, mais il y avait toujours quelqu'un pour sortir une petite craque là, pour souligner que mon père était différent. Il venait d'Afrique. Fait que, en tout cas, je sais pas, ça exprimait peut-être aussi de l'incompréhension ou enfin de la curiosité, mais ça, on le remarquait rapidement. Fait que c'est pour ça que tantôt, je te disais, je me sentais québécois jusqu'au moment où je l'étais plus, parce que moi, j'aimais énormément mon père. C'est quelqu'un qui a été très, très important pour moi. Puis pour moi, ma mère m'a ressorti un scrapbook quand elle a pas brisé maison, mais quand elle a quitté sa maison, elle a sorti un scrapbook où il y avait une note de ma professeure qui disait, bon, Pascal ment encore, il dit que cet été, il est allé en Égypte. Ma mère a dit répondre, non, non, il est effectivement allé en Égypte cet été. Mais plus loin, il y avait Pascal Mancor, il dit que son père est un astronaute. Mais moi, pour moi, mon père travaillait en informatique, avec des ordinateurs en 1980. C'est sûr que c'était un astronaute, tu sais. Il y avait juste les astronautes qui jouaient avec des ordinateurs. Fait que, c'est ça. Donc, j'avais énormément d'amour puis d'admiration pour mon père. Fait que quand je voyais, par exemple, que la police lui parlait différemment, ben, moi, j'ai rapidement développé un sentiment qu'on était différents. Je m'associais beaucoup à sa différence à lui, même si moi, j'étais plus pâle que lui, j'ai les cheveux droits comme ma mère. Ben, quand j'ai des cheveux, là, j'en J'allais ai dire, plus, t'en as mais pas bien, ben. quand j'avais des cheveux droits comme ma mère. Donc, tu sais, j'ai tous les privilèges d'être un Québécois, puis très peu des inconvénients, à moins que ce soit l'été, puis que je porte la barbe, ce qui peut m'arriver aussi. Fait que c'était les aspects négatifs, mais mon père, il tenait absolument à ce qu'on soit jamais des victimes de ça. Fait que c'est pour ça que quand tu m'as posé la question initialement, c'est pas ce que j'ai retenu de mon aventure, moi. C'est pas ce que j'ai retenu de mon développement au Québec. Moi, ce que j'ai retenu, c'est plutôt les gens que j'ai rencontrés à partir du moment où on est arrivé au secondaire. J'étais entouré de gens intelligents. Puis par la suite, dans ma vie, j'ai toujours favorisé ce genre d'encadrement-là. Puis ça a été plutôt une force parce que j'avais tout le temps l'opportunité de parler de mes voyages, de parler de mes origines, de comparer nos mythes, d'avoir des échanges hyper satisfaisants d'un point de vue intellectuel avec les autres à cause de cette origine-là. Puis en plus, la plupart du temps, je servais de pont vers les autres cultures dans mon groupe d'amis. Donc, quand il y avait des Arabes, effectivement, un peu plus arabes que moi, parce qu'ils étaient des deux côtés ou c'était des premières générations d'immigrants, parce que j'avais cette ouverture-là aux différences culturelles, j'avais une facilité à rentrer en communication avec eux. Fait que je me suis toujours retrouvé dans des groupes aussi très, bon, on dit ça pas cosmopolite, est-ce que ça pourrait se dire? Enfin, il y avait toujours beaucoup de gens issus de l'immigration dans mes groupes d'amis. Puis je pense que c'est parce que j'étais le pont vers ces gens-là. Euh, Grâce à cette éducation double-là. Voilà. Merci pour le tour d'horizon de tes origines. Il y a tellement de choses que je ne savais pas. Puis je trouve que en tout cas, j'aime ça la façon dont tu le présentes. Ça me donne, on en reparlera, mais ça me donne l'espoir pour Il y l'avenir. a énormément d'espoir. Ouais, il faut quand même. Mais passons un peu à la question de ta trajectoire. On a parlé un peu Ouais. de ton enfance primaire, secondaire. Parle-moi des grands choix, des petits choix que tu as faits par la suite qui t'amènent à être la personne que tu es aujourd'hui. Puis je rajoute là-dedans, juste pour rendre la question vraiment compliquée, les moments charnières.
Parle-moi de ta vie, en gros, c'est ça que je veux savoir. Parle-moi de ta vie à partir de la fin de l'adolescence là, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis un amoureux. Je suis un amoureux de la vie. Je suis un amoureux des femmes de ma vie. Je suis un amoureux de mes enfants. Puis, je suis un passionné, là. Peut-être tu l'entends dans ma voix, mais quand j'en parle, des fois, je suis un peu inarrêtable. Mais moi, j'ai passé mon adolescence avec, j'avais un ami vraiment important à l'adolescence. Puis j'ai pas besoin de nommer son nom. Je pense que c'est pas pertinent à ce point-ci. Puis j'avais surtout de la passion pour un certain type de gens. Puis lui, son rêve, c'était de faire le tour du monde. Puis moi, c'était mon rêve aussi. Puis le métier que j'ai identifié rapidement dans mon adolescence, c'était la diplomatie. Je me suis dit, hey, je devenais diplomate. Puis en plus, un des meilleurs amis à mon père c'était un Arménien d'origine égyptienne. Sa famille avait fui l'Arménie, s'était établi en Égypte. En tout cas, il était devenu diplomate canadien. Puis quand il venait chez nous, là, c'était fascinant, sa vie. Il allait dans toutes les villes du monde. Il assistait à des cocktails, il recevait des cadeaux, il avait porté des robes d'apparat. Dans mon imaginaire d'enfant, d'adolescent, c'était vraiment palpitant. Puis la chose qu'il m'avait dit lorsqu'il est venu le temps de faire nos choix de carrière au secondaire et tout, il m'a dit, ce qui est important, c'est que tu t'intéresses à l'actualité. Il faut que tu lises au moins 2 journaux à tous les jours, puis que tu te gardes en tête des suivis de tous les dossiers internationaux en cours. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense que j'étais en secondaire 3 quand j'ai commencé à lire systématiquement Le Devoir puis la presse à tous les matins. Plus tard, quand j'étais plus à l'aise en anglais, quand j'avais l'occasion de lire le Globe and Mail et puis la Gazette, The Gazette, je l'ai incorporé. Puis là, plus tard est venu l'Internet. Et bien que je sois pas un aussi early adopter que toi de l'Internet, parce que de mémoire, je pense que tu étais une des premières personnes que je connais qui a été là-dedans. À cause du métier de mon père, c'est rentré très rapidement chez nous. Mon père était professeur d'informatique euh, quand j'étais jeune. Moi, j'ai des ordinateurs chez nous depuis le Super Pet, là, le Commodore Super Pet. Fait que, donc, moi, mon ambition, c'était de devenir ambassadeur. Fait que je me suis inscrit à la faculté de droit de l'Université de Montréal, à l'université. C'est ce que j'ai suivi jusqu'au bout. Mais parallèlement à ça, mon meilleur ami, lui, était allé en cinéma à l'UQAM. Puis ça aussi, j'étais attiré vers ce monde-là. Je trouvais ça donc bien intéressant. Tu sais, à la fois, il se développait au niveau critique, au niveau de ses connaissances techniques, mais aussi culturelles, ses codes de l'art. Je trouvais ça passionnant. Il me faisait participer beaucoup il devait faire des films tests, des films examens. Fait que j'étais souvent le sujet de leur, euh, de leur film. Fait que je passais beaucoup de temps avec ses amis, etc. Puis en plus, un autre de nos amis de secondaire, mais son père faisait ça de la production de télévision à l'époque. Puis on avait eu l'opportunité de visiter un plateau. Puis euh, il y en avait beaucoup qui étaient attirés par la caméra, par la réalisation. Puis moi, je regardais le père de cet ami commun-là qu'on avait, puis je me disais, c'est lui qui a l'air de tenir les rênes ici. Moi, c'est son métier à lui que je veux. Puis pendant mon cursus en droit, je me suis rapidement dévié du cursus recommandé pour passer le barreau par la suite. Je me suis beaucoup plus intéressé au droit comparé. Encore une fois, c'est les différences culturelles qui m'attiraient. Je voulais comprendre pourquoi l'État américain était bâti d'une façon, alors que les États plus de tradition parlementaire britannique étaient bâtis d'une autre. Comment les dictatures se justifiaient légalement. Donc, c'est toutes des questions que je trouvais fascinantes. Je suis rentré là-dedans jusqu'à aller suivre un cours à Strasbourg, à l'Institut René Cassin, sur les systèmes de droits de l'homme, donc les systèmes d'implantation des droits de la personne un peu partout dans le monde. C'est une école qui regroupait tous les groupes linguistiques de l'ONU. Donc, tous les cours se passaient
soit en chinois, soit en français, soit en anglais. Puis on avait des traductions simultanées. En tout cas, on avait accès à des cours dans notre groupe linguistique. Mais bref, on était mis en contact avec des gens de toutes les origines dans le monde. Puis je me suis rendu compte que les droits de l'homme, c'était plus théorique que pratique, que mise en pratique dans la plupart des cas. Puis que la plupart du temps, quand il n'y avait pas de contexte économique pour les implanter, ça se passait juste pas. Fait que moi, je suis pas. Sylvain, à un moment donné, on discutait de ce qui était possible de faire en film, comment on allait chercher des subventions au gouvernement, etc. Puis ça devenait une possibilité. Puis je me suis dit, peut-être que ça peut être un meilleur moteur, un meilleur canal pour œuvrer vers une meilleure égalité entre les personnes, de travailler dans le milieu du film, puis de tout simplement adopter une ligne éditoriale qui mettrait en valeur ça. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé, même loin de là. On est tombé rapidement dans une cinématographie un peu plus formelle, des propositions un petit peu plus rigoureuses d'un point de vue artistique. Puis de fil en aiguille, on embarque là-dedans. Puis on rentre dans une industrie qui est formatée d'une telle façon. Puis je te dirais que pendant des années, j'ai surfé en cinéma en oubliant un petit peu le désir originel de. La minute, là. Là, tu m'as dit de t'arrêter un moment Ouais, donné. ouais, Tu il me manquait des bouts. Mais là, la ouais, dernière fois que je te suivais, on était à René Cassin à Strasbourg. ouais, Puis là, tu es déjà rendu en cinéma. Fait que ouais, excuse-moi. comment ça se passe, la transition entre les deux? Moi, c'est le morceau qui me manque ici, là. Bon, je suis à l'Institut René Cassin, j'étudie, c'est passionnant, les droits de l'homme, ça réunit des gens progressistes de partout dans le monde, cette école-là. D'ailleurs, le premier grand amour de ma vie, je l'ai rencontré là-bas. C'était une personne qui est en train de faire son PhD à Johns Hopkins en santé publique, qui se retrouvait dans une école de droit de la personne. De l'autre côté, il y avait la délégation colombienne, des avocats constitutionnalistes qui luttaient pour l'implantation de la nouvelle constitution en Colombie suite à la fin de la dictature. Puis, bref, c'était un foisonnement d'idées. C'est une période de 3 mois pour moi. J'ai l'impression d'y avoir passé 2 ans de ma vie tellement j'ai retenu de cette période-là. Puis, il y avait une fille en particulier, l'amie une amie que je me suis faite là-bas, qui était responsable du festival Human Rights Watch, le festival de films voyons, Human Rights Watch, qui était un festival donc attaché à l'organisation internationale du même nom, là, Human Rights Watch, puis qui se promenait un peu partout aux États-Unis. Puis elle me parlait de films qui l'avaient vraiment ébranlé, notamment sur la question de l'inclusion des homosexuels, puis de mouvements qui n'étaient pas encore établis en 1980. Ouais, c'était en 98, j'ai assisté à la Coupe du Monde de 1998 à partir de l'école là-bas. Fait pour moi, c'était passionnant. Tu sais, j'avais été un petit peu mis en contact avec cette communauté-là dans mon bac à moi. Puis c'était encore des gens qui cachaient leur orientation sexuelle parce que ça pouvait avoir des conséquences réelles encore à l'époque sur leur vie, leur carrière, sur leur possibilité d'emploi dans les grands bureaux et tout. Fait que c'était quelque chose qui gardait en sourdine beaucoup. Donc, moi, ça a commencé étonnamment par là. C'est par le combat d'inclusion de ces gens-là. Je me suis rendu compte, en regardant le film que cette personne-là m'avait identifié, que, hey, on pouvait vraiment avoir un impact sur les gens à travers le cinéma, à travers la télévision. C'est ça qui faisait évoluer à l'époque, c'était vraiment ça qui faisait évoluer qui créait les tendances puis qui faisait évoluer les pensées. Tu sais. Encore une fois, je rappelle, on est avant l'explosion de l'Internet. Là. Je pense que j'avais déjà un Hotmail à cette époque-là, mais on avait le droit à 2 cas.
de mémoire. Fait que rendu à 200 emails, il fallait que tu commences à en effacer là, pour faire la place pour les nouveaux. Mais bref, fait que graduellement, avec mon ami du secondaire, avec qui on était restés très proches, on s'est dit, ben, tu vois, moi, j'ai fait mon droit. On va fonder, quand tu vas finir ton école de cinéma, on va fonder une compagnie, je vais m'occuper de tout le volet gestion, le volet administration, la structure légale de la compagnie. Puis on va avancer comme ça parce que je le trouvais donc bien brillant, je trouvais donc bien qu'il avait des bonnes idées. Lui, il était supposé être réalisateur au début, alors que c'est devenu un des producteurs québécois les plus primés, les quand même assez bien établis, mieux que moi en tout cas, dans le milieu en ce moment. C'est ça, on a décidé que quand il finirait ses cours, on fondait notre première compagnie Métafilm, puis qu'on allait de l'avant avec ça. Puis je n'étais pas conscient de ça, mais il y avait pas, je pouvais pas reculer rendu là. Quand tu rentres dans cet univers-là, euh, ça prend toute la place dans ta vie. Tu sais, c'est un métier où tu peux te perdre facilement. Tu peux passer 18 heures par jour à travailler, puis même pas t'en rendre compte. C'est tout le temps passionnant. Les gens que tu rencontres sont tout le temps intéressants. Ils ont toujours une histoire. Ça, tu te rends compte que c'est plus des maladies. Non, c'est pas vrai. Je suis pas jusque-là. Mais après ça, tu Les te rends compte différences de la on manière dont devient obsédé par notre travail. Mais bref, à l'âge que j'avais, donc le début vingtaine, c'était parfait. C'était le moment parfait. Pas de responsabilité, pas de. Ben, on embarque. On est allé. On a commencé par faire des courts-métrages. Je pense qu'on en a fait 14 avant de faire notre premier long-métrage. Puis mon long métrage, il rejoignait un peu mon objectif initial, dans le sens, Diego Star, c'est l'histoire d'un marin de marine marchande d'origine africaine qui se retrouve pris dans l'hiver québécois à cause d'un avarie sur son bateau. Mais en filigrane, il y avait le drame humain de ces gens-là qui sont à la base de la mondialisation commerciale. Puis c'est ni plus ni moins des esclaves modernes, c'est des gens qui gagnent des salaires qui ne sont pas dignes de la mention salaire, qui sont prisonniers de leur bateau. Leur capitaine garde leur passeport dans des coffres-forts. Donc, moi, ça allait chercher. C'est la raison pour laquelle j'étais rentré dans ce milieu-là. Donc, mon premier long métrage était directement en lien avec mes objectifs de départ. Bon, après, on a fait des choses un peu plus dans le vent et c'est ça, des films un peu plus commerciaux. Moi, rapidement, après ce premier long métrage-là aussi, j'ai commencé à m'éloigner de Métafilm, euh, qui répondait plus nécessairement à moi, mes ambitions d'être dans une proposition cinématographique très artistique, très formelle. Moi, je voulais vraiment aller vers le film populaire. J'avais envie de parler aux gens. Je te cacherai pas qu'il y avait un appât du gain aussi. Les gains étaient plus intéressants euh, euh, dans les films qui sont un peu plus populaires. j'allais te dire, Puis il là, faut payer le c'est loyer aussi, là. ben c'est ça, c'est ça. Puis moi, parallèlement, parce que c'est pas des courts-métrages qui payent le loyer, fait que parallèlement à ça, je faisais énormément de vidéoclips, ce qui était vraiment, vraiment cool, là. Je veux dire, c'était les chanteurs qu'on aimait tous, c'était les artistes qu'on vénérait. Ben moi, je participais à leur carrière. Tu sais, je faisais leurs vidéoclips. J'ai travaillé avec des Corneille, Diaz, les Trois Accords, les Cowboys fringants. Donc, tout plein de bandes vraiment le fun. Puis j'ai rencontré des réalisateurs à travers ça, des réalisateurs qui venaient à ce moment-là, qui étaient plus des contacts de mon ancien partner, qui étaient mes rencontres à moi, on se nourrissait, on rêvait de films, on rêvait de projets. On a tous évolué éventuellement vers la publicité. Fait que là, hey, on gagnait super bien notre vie. Euh, Moi, après, j'ai été remarqué par des producteurs de télévision. J'ai commencé à faire de la télévision comme directeur de production, comme producteur délégué. Donc, graduellement, moi, j'accroissais énormément ma capacité de produire. Je développais mon réseau. Je suis rentré dans des réseaux
où j'ai été appelé à faire des films de réalisateurs qui, à l'époque où je sortais de l'université, je rêvais d'être comme eux, tu sais. Des Ricardo Trogi, j'ai travaillé avec Yves-Christian Fournier, j'ai travaillé Alexis Duranvaux, je veux dire, c'est tous des réalisateurs aujourd'hui qui marquent la télévision, le cinéma québécois T'as vécu tes de rêves, manière là. très importante. Ouais, moi, je vis dans mes rêves depuis, je te dirais, 20 ans, en fait. Je vis dans mes rêves, puis même ça, j'ai trouvé une limite à ça. Mais bon, euh, l'être humain est fait comme ça, on a toujours besoin de plus, plus, plus. Mais c'est ça. Donc, j'étais dans mon rêve. Je me suis séparé de mes partenaires originaux. J'ai parti ma propre boîte. Ça n'a pas marché du premier coup. Je me suis joint à une boîte qui était établie dans l'espoir de l'acquérir. Ça, c'est compliqué aussi. Parce que c'est un milieu qui est passionnant, mais c'est un milieu qui est rempli d'égos aussi. Tu sais. Puis quand des égos se croisent, parfois, ça fait des flamèches. Fait que ben, dans ce temps-là, tu refais ton sac, tu repars à la recherche de ton X. Puis c'est ça. Tout ça, à travers tout ça, ben, j'ai continué à évoluer comme père parce que tu as fait le calcul, à 46 ans, j'ai un fils de 21 ans. C'est pas long au début de ma vingtaine que j'ai eu mon premier fils. Ben, mon seul fils, là, j'ai un gars, une fille. Mon fils, puis à travers tout ça, ben, je me sentais responsable de le nourrir lui. Tu sais, nous, comme jeunes adultes, on peut sauter un repas sur deux. Parce qu'on est capable de se gager, mais un enfant, c'est une obligation de ramener à tous les jours son pain et son beurre pour le nourrir. Tu sais. Puis faut qu'il soit à l'école à tous les jours, faut qu'il soit habillé, faut qu'il soit à l'heure. Fait que même si on a des horaires qui finissent à minuit le soir, ben, à 6 heures le matin, on se lève parce que les enfants, faut qu'ils soient à l'école à 7 heures. Tu sais. Fait que moi, j'avais tout le temps cette barre-là qui me forçait à rester en connexion avec la vraie vie. Puis, mais c'était aussi une opportunité de me rapprocher de mes sœurs, de me rapprocher de ma famille, parce que moi, sans mon réseau, je pourrais pas être l'homme que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas eu ma mère, mon père, mes deux sœurs dans ma vie, là, tu sais, encore à ce jour, je pense que j'ai appelé 2 fois une gardienne dans ma vie. Puis, ça fait 21 ans, presque 22 ans que je suis père maintenant. Fait que ça me donne une idée comment j'ai été chanceux, privilégié dans la vie d'avoir ça pas loin de moi. En plus, on habite tous dans le même quartier. Bon, on habitait, mon père n'est plus là. Fait que c'est ça. Euh, la petite marge là entre partir des droits de l'homme puis arriver dans le cinéma, ben, ça s'est fait comme ça. Puis j'ai jamais regretté ce move-là. Puis je suis encore en contact avec les gens qui ont fait leurs droits avec moi. Je trouve qu'ils ont des belles carrières également, mais et que je suis content d'avoir choisi mon milieu, puis d'être nourri par tous ces gens-là alentour de moi qui arrivent tout le temps avec des idées plus saugrenues les unes que les autres, là. C'est incroyable. Mm. J'ai des millions de questions, mais il faut que je me contienne. Je vais t'amener justement, tu en as parlé un peu sur l'aspect plus personnel. Comment est-ce que ça allait de soi pour toi que tu allais devenir père dans ta vie? Ouais, 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 ouais. Ouais. Oui, parce que mon père, il nous a toujours dit que c'était l'élément le plus important de sa vie. Puis, étonnamment, moi, c'est drôle parce que des fois, je rencontrais les mères de mes amis québécois, puis ils se mettaient à parler de mon c'est ton père qui est venu te reconduire. Je dis, ouais, ouais, c'est mon père. Ben oui, tu sais, il t'a reconduit, mais tu sais, es-tu très présent dans ta vie? Ben oui, il est vraiment, vraiment très présent dans ma vie. Les gens avaient présumé que parce qu'il était d'une culture probablement plus, c'est une culture plus macho, tu sais, c'est sûr. Mais il faut pas oublier que mon père a quitté cette culture-là pour venir s'établir ici. Puis c'était quand même pour un homme des années 80 d'origine nord-africaine, c'est un homme étonnamment plus féministe qu'on le croit. Tu sais, il supportait énormément mes sœurs. Tu sais, mes sœurs sont devenues respectivement là, ingénieurs et médecins. Il était beaucoup derrière elles. Il discutait de sciences avec elles, il discutait de mathématiques avec nous tous parce qu'on a tous un penchant pour ces domaines d'études-là. Puis
Puis c'était un homme qui était très présent dans nos vies. Puis quand mes tantes, une fois, pas mes tantes, les mères de mes amis, une fois, je m'étais blessé en pratiquant le soccer. J'avais des bleus sur un bras, puis là, il était sauté super vite à la conclusion que ça devait être mon père. Tu sais. Pas du tout, mon père. Je pense que mon père n'a jamais levé la main. Tu sais, il avait juste à être fâché, faire ses gros yeux, puis il faisait 6 pieds 2. Il avait des mains grandes, grandes mains. Il avait juste à nous faire peur. Ouais. On n'avait pas besoin de recevoir de coups pour être éduqués, nous autres. Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis devenu père très, très rapidement parce que pour moi, ça allait de soi, tu sais, de passer à l'autre génération ce qu'on avait reçu. Puis c'est drôle, puis je sais pas si tu as le temps, mais quand mon fils est né, euh, je me suis refermé un peu sur la grossesse de sa mère. Puis le jour de l'accouchement, je disais à mes parents, garde, restez chez vous, je vous appelle quand c'est fini, quand on est prêt à vous accueillir. Avec de la minute, j'ai vu mon fils, là, j'ai senti une vague. Tu sais, c'est comme une vague là, incontrôlable qui monte de ton plexus, qui remonte, là, qui occupe tes poumons, qui compresse tes poumons, qui serre ton cœur. Puis là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, puis ça sort en larmes. C'est la plus grosse émotion que tu as jamais vécue parce que là, tout d'un coup, là, tu comprends qu'est-ce qu'il voulait dire par l'amour inconditionnel. Il y a une graine de conscience qui s'allume dans ton cerveau, là, plus jamais tu vas être tout seul. Là. Puis là, j'avais cet enfant-là dans les mains, puis là, première affaire que j'ai pensé, oh, j'ai jamais rendu ça à mon père. J'ai jamais rendu ça, cet amour-là à mon père. C'est sûr qu'il l'a vécu. C'est sûr qu'il l'a vécu. Fait que première affaire, je suis sorti de la salle, je suis allé prendre le téléphone, je dis, venez-vous-en, là, je vais raconter mon fils. Puis là, il est arrivé, puis c'est la première fois que j'ai dit, puis il dit, ne t'inquiète pas, je te l'ai toujours donné pour que tu le donnes à lui. Puis dans sa tête, c'était clair et net que j'y devais rien, que tout ce qu'il avait fait pour nous autres, c'était pour la prochaine génération. Puis de pas m'attendre à ce que mon fils me rende l'appareil, là. Il fallait pas que je m'attende à ce que mon fils me démontre plus d'amour que moi, je lui en avais démontré. Et effectivement, C'est de j'attends même mes que ça petits-enfants. marche. C'est le même que ça marche. Ouais. Fait que ouais, Euh, non, c'était une évidence pour moi. Ouais. tu me parles beaucoup de ton père et bon, tu l'as Mhm. mentionné, il nous a quittés en 2014. Mhm. Tu me parlais de ça un peu, puis de l'impact que ça a eu sur toi? Ouais. Ben c'est ça, en 2014, après une série d'AVC, mon père est devenu, c'est quoi le mot, aphasique total global qu'ils disent. C'est-à-dire que, ben, en théorie, il était plus capable de s'exprimer, puis probablement qu'il comprenait pas. Mais donc, il s'est réveillé de ses, euh, de ses ACV, mais il est jamais revenu. C'est-à-dire que 3 semaines après, il est décédé. Euh, mais dans cette période-là, moi puis mes sœurs, ma sœur qui vit maintenant en Suisse, là, j'ai peut-être mentionné plus tôt, mais à cause d'un problème administratif, son mari, qui est médecin également, ne pouvait pas travailler au Québec. Fait que, ils sont allés dans un pays où les deux pouvaient vivre de leur métier. Bref, ma sœur est venue nous rejoindre, puis on a passé les 3 dernières semaines, les trois alentours de lui, puis c'est les frères et sœurs de mon père qui venaient se relayer avec nous autres là, pour le garder le temps qu'il parte. Mon père, il pensait pas à la mort. Il en avait probablement peur. Il était pas croyant. Mais il nous disait, tu sais, Lavoisier, ça s'applique aussi pour le corps humain. Rien ne se perd, rien ne se crée. Quand on parle d'éternité, euh, tous les éléments qui composent notre corps sont là depuis le début des temps, puis ils seront jusqu'à la fin des temps. Mais il n'avait pas laissé de testament. On n'avait aucune idée quoi faire. S'il était légume, s'il perdait ses fonctions cognitives, s'il devait rester dans le coma. Il n'avait pas laissé d'instructions par rapport à ça. Puis c'est quand même impressionnant ce qui s'est passé parce que moi puis mes deux sœurs, c'était une évidence. C'était une évidence, puis les sœurs à mon père, qui étaient un petit peu plus peut-être croyantes, on avait un petit peu peur d'en parler avec eux parce qu'on avait peur que la religion prenne le dessus sur la raison dans ce cas-ci. Puis finalement, ça s'est pas passé. Ils ont vu en nous
tout de suite qu'on avait tellement pas assez de temps à discuter avec notre père. Les trois, on est arrivé à la conclusion, notre père, il veut pas vivre comme ça. Puis il l'a décidé. Puis je te dirais qu'on l'a même pu l'observer qu'il avait décidé que lui, ayant perdu cette capacité-là d'échanger, c'était terminé pour lui. Parce que dès qu'il voyait une chemise blanche, il faisait le mort. C'est fou, là. Le gars, il est plus capable de s'exprimer, il est plus capable de recevoir. Puis nous, quand on lui faisait faire les fameux tests là, pour voir s'il retrouvait il les faisait avec nous. Mais dès qu'il voyait quelqu'un avec un uniforme de l'hôpital rentrer, là, il répondait plus parce que il savait, il connaissait le protocole, il l'avait vécu avec certains parents à lui. Il connaissait le protocole. S'il montrait trop de signes, il allait le renvoyer en réhabilitation. Enfin, nous, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, moi et mes sœurs, qui ne voulaient pas aller vers ça. Puis, ben, on a pris la décision de respecter ce qu'on pensait être son choix, mais on était tellement convaincus d'entre nous qu'on n'a jamais regretté ce choix-là. Fait qu'on on l'a laissé partir. Puis c'est fou parce que pendant cette période-là, tu sens le besoin de fermer les livres, tu sais, de t'expliquer. Puis quand tu es un jeune garçon, tu as eu des combats de coq avec ton père et il y a des affaires qu'il faut se dire, là, papa. Puis, tu sais, moi, mon père, il passait énormément de chez nous parce que, premièrement, il était amoureux fou de ma fille. C'était fou. Mon père, il venait tous les jours pour aider la mère de ma fille. Fait qu'il partait avec elle faire des marches. Puis, il passait énormément de temps ici. Puis, tout ce que je trouvais à faire, c'était de dire rapprocher. Tu manges mal, tu prends pas tes médicaments. Puis là, tu t'en arrives à tout. Hey, je peux plus lui dire tout ça. Je peux plus lui reprocher d'avoir arrêté de prendre son coumadin qui a été probablement la cause de sa pluie de caillots. Mais derrière tout ça, là, si je simplifie le message là, au plus simple, parce qu'il ne me comprend plus, il faut que je puisse y passer là, le plus simplement du monde. C'est deux mots, c'est je t'aime. C'est tout. Fait que tu simplifies ton message, tu lui exprimes cet amour-là. Puis, je pense qu'on a réussi. C'est drôle parce que pour l'enterrer, ça aussi, il n'avait pas laissé d'instructions. On a décidé de planter un chêne euh, sur le terrain d'une de ses sœurs qui a acheté des terres agricoles dans le bout de Kamouraska. C'est un peu, laisse pas c'est là où l'eau commence à être salée, tu sais, c'est le point de friction entre l'eau douce du Saint-Laurent puis l'eau salée de la mer. Puis notre père, on a grandi en se faisant, il nous disait, tu sais, on est des immigrés. Même vous avez pas vos racines complètement ici. Puis, puis il disait, c'est une force d'être sans racines, mais nous, on voulait y en donner. Fait on a pris un arbre, on a mis ses cendres, puis il est enraciné ici au Québec. Excuse-moi. Non, merci. Merci de partager ça avec moi. Je trouve ça très beau. En as-tu fait un film? Pas encore? Est-ce que ça te Non, tente? j'ai pas fait. Penses-tu des fois? Non, je vais pas faire celle-là. Non. C'est correct. C'était juste une idée. Non, parce que l'idée des racines, mais ceci dit, tu sais, je veux pas faire un film sur ça, mais je veux que ça soit déterminant sur tout ce que je vais faire par la suite. OK. Parce que je me suis mis à son décès, j'ai arrêté de suivre les objectifs des autres. Je me suis séparé de ma nouvelle partenaire à ce moment-là, graduellement, là, dans le temps. Je me suis éloigné de ça. Puis j'ai décidé que maintenant, tout ce que j'allais produire comme film devait avoir cette notion-là que, que la culture peut exister dans un contexte global. La culture peut être globale. Je suis pas en train de dire qu'il faut uniformiser la culture dans le monde, mais que toute la somme des cultures locales, quand elle est mise en commun par ben, c'est ça, les mix, les amours mixtes, les rapports commerciaux mixtes, culturels. Quand je parle de mix, c'est donc de deux cultures différentes. Je pense que ça fait tout le temps des alliages plus forts.
C'est de faire un film québécois qui parle des Polonais qui sont arrivés probablement après la Deuxième Guerre mondiale, comme des réfugiés, mais qui se sont établis ici, la teinte qu'ils ont donnée au Québec, de parler des Italiens, de parler des Égyptiens, des Haïtiens, de parler des Arabes qui arrivent à Montréal, puis qui font de Montréal une ville tellement intéressante. Tu sais, tu te promènes au Petit Liban, là, le quartier proche de Côte-Vertu, dans le nord de Montréal. Puis les odeurs, ben, il y en a peut-être qui sont repoussées, mais moi, je préfère choisir les aspects positifs. Moi, quand je me promène là, puis tu sens l'ail, tu sens le cumin, puis là, tu sais qu'il y a quelqu'un dans sa maison qui prépare une moule raya ou qui prépare une assiette de son pays, un poulet au beurre dans le parc. Et vivant comme ville, puis tu dis que la prochaine génération, elle connaîtra probablement pas le racisme comme on l'a connu dans notre enfance. Tu sais. Oui, ma fille, à sa fête en décembre dernier, elle a invité tous ses amis d'école. Il y a une de ses amies dont elle nous parlait depuis le début de l'année. On n'avait aucune idée qu'elle était noire. Mais aucune idée. Puis c'est pas un problème. Je dis pas ça pour souligner que c'est un problème, mais pour te dire comment la nouvelle génération qui pousse est tellement confrontée à la diversité que pour eux, c'est normal. Au point où c'est même pas un attribut dont elle a besoin de parler quand elle parle de son ami. J'ai trouvé ça magnifique. Fait que moi, j'ai décidé que ça allait être déterminant dans le reste de ce que je ferais dans ma vie. Que je veux, puis tu sais, dans le contexte actuel là, de conflits, soit de conflits en Ukraine, des conflits en Palestine, les gens qui peuvent plus se parler entre la Chine, les États-Unis, le Canada. La culture, c'est un moyen d'apprendre à s'aimer avant de craindre quelqu'un, tu sais. Fait que c'est devenu le moteur de ma vie. Moi, je veux être un pont culturel entre les gens. Je veux que les gens puissent. C'est fou parce que dernièrement, je faisais une démarche parce que j'ai un rêve secret que je te révèle à toi en primeur publiquement. Mais moi, j'aimerais ça travailler chez Netflix dans ma vie. Je t'explique pourquoi, parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, mais Netflix est en train de détruire votre industrie, puis tout ça. Pas du tout en train de le détruire. Tu sais. Netflix, ils ont eu le coup de génie de prendre des cultures locales de partout, de créer des phénomènes mondiaux. Des phénomènes mondiaux qui réverbèrent dans le cœur d'Américains, de Canadiens, de Coréens. Tu sais, tu prends Squid Game, là. Squid Game, c'est une série télé éminemment coréenne. Je veux dire, tu peux pas être plus coréen que cette série-là, mais ça rejoint des gens partout dans le monde. Casa del Papel, même chose. Stranger Things, écouté en Inde. En ce moment, c'est un film indien là, de style Bollywood là, qui est en train de battre tous les records sur Netflix. Ben, à chaque fois qu'ils réussissent à faire ça, ils mettent un mot dans l'univers. Ils créent un langage qui nous est tous commun. À un moment donné, là, on va se rendre compte que on a tout ce paquet de valeurs-là là, qu'on partage, là, toute l'humanité, toute l'espèce humaine. On peut tout mettre ça en commun. On a des particularités locales, puis c'est important parce qu'on vit sur une terre, on vit dans un environnement, dans une démographie. C'est important d'être adapté à notre coin du monde, ne serait-ce que pour l'écosystème de ce coin du monde-là. Mais c'est important d'être capable de se parler, de se comprendre, puis d'échanger, parce que sinon, on pourra pas, on pourra pas, on pourra pas combattre le prochain défi, parce que le prochain défi, là, il va demander qu'on soit tous impliqués. Tu sais, les changements climatiques, là, ça change rien que moi, dans ma ville de Montréal, je recycle mes déchets puis que je roule en auto électrique. Il va falloir que ça soit un mouvement mondial puis que tous les humains participent. C'est drôle, hein, parce que ça revient à mon origine égyptienne. Sais-tu pourquoi la civilisation, on dit qu'elle est née en Égypte? C'était la première fois qu'il fallait sortir du contexte du clan pour régler un problème qui nuisait à tout le monde. Il fallait aller voir le clan voisin, il fallait aller voir l'autre clan plus loin, parce que les crues du Nil, il fallait un effort concerté de tout un littoral pour pouvoir régler cette problématique-là, bâtir les digues. C'est là qu'est née la civilisation. Puis notre prochain défi, là, si on veut survivre comme civilisation, il va falloir qu'on devienne une civilisation humaine, une espèce humaine. Et voilà.
La crue du Nil à l'échelle planétaire. La crue du Nil à l'échelle planétaire. Puis là, il va falloir qu'on se parle, si on veut le régler. On va devoir s'y mettre, très rapidement, et je vais te poser 2 autres questions et demie, mettons. Parfait. J'aimerais te demander, peut-être une parenthèse, la question du corps. Alors, on a la mi-quarantaine, toi et moi. Mm. Comment ça se passe pour toi d'avoir un corps? Parce qu'on en a juste un, il y a des pièces de remplacement. Comment tu vois ça, en particulier dans la perspective de l'avenir? Mais attends, il y a plusieurs volets à ta question, parce que moi, mon corps physique, là, celui qui m'emballe en ce moment, moi, j'ai reçu un message assez tôt dans ma vie. À 39 ans, j'ai fait une crise cardiaque, Oh! un infarctus du myocarde. Puis ça m'a donné un bon petit coup d'alerte, là. Fait que moi, je prends très, très soin de mon corps. J'essaie de faire de l'activité physique le plus souvent possible. J'essaie de me nourrir le mieux possible. J'ai pas encore abandonné la viande. Je suis encore très... euh, je suis passionné dans tout, hein. Fait que dans la bouffe aussi. Moi, je suis multidépendant là, dans la vie, mais la nourriture, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Par contre, depuis la crise cardiaque, je fais très attention à ce que je mets dans mon corps. Je ne m'alimente que de produits biologiques et on essaie d'avoir une alimentation là, le plus locale aussi possible. Ouais. Fait Mais la deuxième valet, est-ce qu'on va un jour se séparer de ce corps-là? Je ah sais ouais? pas. Ça, ce sera le sujet d'un podcast différent. OK, Hum. puis écoute, attends une minute, c'est pas vrai, je vais t'en poser 2 autres questions. Ma première question pour toi, c'est, si je te donne 2 baguettes magiques, il y en a Hum. une que tu peux utiliser pour changer le monde, puis l'autre que tu peux utiliser pour changer ton monde. Qu'est-ce que tu fais Hum. avec? Celle pour changer le monde. Moi, j'ai toujours dit que le pouvoir, tu sais, avec les films de super-héros et tout ça, là, moi, j'ai pas envie d'être immortel ou invincible. Moi, j'aimerais parler toutes les langues du monde. Si je pouvais donner un coup de baguette magique, là, c'est que peu importe la langue dans laquelle on s'exprime, que l'autre l'entende avec des oreilles un peu plus creuses dans le corps, là, mais il nous doterait d'une oreille polyglotte pour qu'on comprenne toutes les langues du monde parce qu'il faut vraiment qu'on se parle. Faut vraiment qu'on échange. Faut, faut enlever cette barrière-là. C'est une barrière qui est née de la culture, qui est née de la terre où on a vécu, puis il y a toute une mentalité qui vient avec l'apprentissage d'une langue. Mais si je pouvais donner ce corpus-là à tous les individus de la terre, là, c'est ce que je ferais avec ma baguette pour le monde. Pour ma vie à moi, j'aurais bien de la misère à te répondre à cette question-là parce que moi, je suis le fruit de mes succès, je suis le fruit de mes réussites, mais je pense que je suis surtout le fruit de mes échecs. Puis je peux pas mettre le doigt sur un échec que je briserais, qui ferait en sorte qu'aujourd'hui, j'aurais ma conjointe, puis j'aurais mes enfants, puis ma famille avec moi, puis j'aurais bien de la misère à changer quoi que ce soit. Tu sais, j'ai eu des affaires difficiles dans ma vie. Ben oui, ça a été tough, tu sais, puis j'aimerais ça, d'avoir plus d'argent. J'aimerais ça, avoir une plus grosse maison. Il y a des gens que j'ai blessés dans ma vie. J'aimerais tout défaire ça, mais si je suis pas là, si je me développe pas comme je me développe, puis je deviens pas la personne que je suis devenu. Fait que la baguette, pour moi, je vais la mettre dans un coffre pour une Au cas où, pour plus tard. avec break in case of emergency. Très judicieux, j'aime ça et ben, justement, parlant de peut-être finalité et d'urgence, quel héritage
souhaites-tu laisser? Si je peux laisser à mes enfants un sens de la famille comme celui que j'ai reçu, moi, c'est une des affaires les plus déterminantes que j'ai reçues dans ma vie. Le, Encore aujourd'hui, je remercie mon père d'avoir insisté pour qu'on se raccommode à chaque fois qu'on chicanait, moi et ma grande sœur. Je pourrais pas imaginer ma vie sans elle, sans ses enfants à elle. Ils me nourrissent autant que mes propres enfants, puis mes propres enfants la nourrissent, elle, autant. Moi, j'espère que à ma mort, ils vont faire une fête, là, puis qu'ils vont réunir, non seulement qu'ils vont se réunir entre cousins, puis avec leurs aînés, mais qui aillent chercher aussi les enfants de mes cousins et mes cousines. On est nombreux, on se voit encore tous les ans, puis nos enfants, ils s'entendent bien, puis je trouve que c'est un réseau qui est beaucoup plus solide que n'importe quel réseau d'amis que tu peux avoir dans la vie. C'est pas monétaire comme interdépendance, c'est une indépendance du cœur, c'est un refuge quand t'es triste, t'es c'est un lieu où tu as des fous rires, où tu peux te permettre d'être toi-même. Il n'y a pas de cancel culture dans une famille, tu sais. On peut dire les pires aberrations pour se défouler parce qu'on sait qu'ils sont là. Ils sont attachés à toi à un lien qui est beaucoup plus fort que les liens de la mode ou de la société. Fait que j'espère que je leur laisse ma famille, puis la curiosité qui m'anime encore là, plus que jamais. Je me trouve tellement chanceuse de pouvoir partager ces conversations en profondeur avec des invités tellement intéressants. Merci Pascal Bascaron et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Pour réagir à ce 30e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.